Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... Kayla was 9 years old back in 2017 when her father, Ryan Izurka, was granted full custody of her. He says Kayla's mom, Heather, later kidnapped her after a visit. What's most unusual is the ability to stay off the grid, if you will, for that period of time. Des histoires étranges de l'ère numérique. En 2017, la jeune Kayla, âgée de 9 ans, part voir le défilé du 4 juillet avec sa mère Et ne revient plus jamais. Son père, Ryan, est convaincu que sa fille a été enlevée par sa mère, qui ne donne plus de nouvelles et qui reste introuvable. L'enquête en cours connaîtra des bourdes notoires, mais 6 ans plus tard, un événement inattendu en lien avec une série sur Netflix Redonnera espoir aux proches de Kayla. Suivez-nous dans cet épisode passionnant où la détermination d'un père à retrouver sa fille sera mise à rude épreuve. Seb, comment ça va ce soir? Ça va bien, et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien. Écoute, c'est la première fois qu'on aborde un sujet comme ça, un enlèvement d'enfants par un parent en plus. C'est vrai, t'as raison. Donc, ça risque d'être intéressant. C'est la première fois qu'on aborde un sujet un petit peu touchy comme ça. Vous allez voir, c'est une histoire quand même où la détermination, la volonté d'un père pour retrouver sa fille va être vraiment testée parce qu'à quelque part, il va se battre un peu comme la justice. Et en même temps, les choses avanceront pas comme il le souhaite. Okay. Plusieurs bourdes dans l'enquête, des policiers qui ne le prennent pas au sérieux. Ça risque d'être intéressant. Puis aussi, sous trame de fond, on a aussi, parce que en fait, toute cette histoire-là, vous allez voir, se déroule avec un peu en trame de fond les citoyens souverains, en fait. Tu sais, ces gens qui veulent vivre un peu en dehors de la société, mais qui parfois peuvent avoir une mentalité un petit peu plus violente et même un petit peu terroriste dans certains cas. Donc, c'est un peu en trame de fond. Puis ceux qui nous suivront jusqu'à l'after show, donc nos abonnés Patreon, on va avoir une autre histoire passionnante, celle d'Alex Batty, un autre jeune ado, un Anglais cette fois-ci, qui a été enlevé aussi par un parent et qui va être retrouvé 6 ans plus tard dans des circonstances, encore une fois, très inusitées. Puis dans l'épisode d'aujourd'hui, ça nous permet un peu de se poser la question aussi, ce qu'on fait, tu sais, faire un podcast de True Crime, est-ce que ça peut aider à quelque part? Parce que dans le cas de Kayla, on l'a un peu spoilé dans l'intro et autres, elle va être retrouvée grâce à quelque part à une série Netflix. Donc ça nous permet on aura peut-être un peu la réflexion à savoir si vraiment ça peut être utile ce qu'on fait aussi, c'est juste du divertissement. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, Seb? C'est une bonne question. C'est vrai que souvent, on peut se considérer que plus comme des porte-voix ou des courroies d'histoire, en fait. Mais il y a toujours... mais je trouve que d'une certaine façon, surtout pour les cas irrésolus comme les disparitions, les choses comme ça, je trouve que le fait d'en parler, ça permet à ces gens-là, ces victimes-là, d'être toujours top of mind d'une certaine façon aussi, ce qui peut amener à une résolution du cas, par exemple. Oui, puis dans ce cas-ci, la résolution du cas a été assez phénoménale. On va y revenir aussi dans l'épisode, on va parler de plein de sujets, mais aussi, est-ce qu'il y a d'autres séries comme ça qui ont permis de retrouver des gens ou de résoudre des crimes? Ou même, est-ce que Distorsion, nous, on a nous-mêmes collaboré peut-être à résoudre des crimes? Qui sait? On va en parler en fin d'épisode. Sinon, qu'est-ce qu'on boit ce soir, Seb? Oh oui, on boit nos amis, quasiment dans nos amis préférés de la bière, l'Espace Public, qui ont sorti une édition 3e anniversaire qui s'appelle la bière des marées, qui est une sûre aux algues. Puis honnêtement, là, je la trouve vraiment, vraiment bonne. Elle a une petite amertume, un petit goût de sel. Et c'est une collabo avec À l'abri de la tempête. Shout out les îles de la Madeleine. Ah oui, exact.
Honnêtement, là, c'est une excellente bière. 4,5 la bière des marais, ils l'ont brassée. Comme je vous dis, en fait, les algues, ils viennent du golfe du Saint-Laurent. Donc, ça donne un petit goût iodé aussi, avec une touche d'agrumes, avec un houblon centennial. Donc, cette bière-là, Émile, de l'Espace Public, nous a été offerte par Stéphane Proulx, qui nous a fait une tournée de bière sur le site. Donc, vous pouvez vous rendre sur distorsionpodcast.com, nous faire un petit don donc pour remplir le fridge. Merci à toi, Stéphane. Shout out, Stéphane. Sinon, on a aussi une review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient de KQ. En fait, on ne le dira pas trop vite. Il ou elle nous dit « Merci à vous, je vous avais découvert à la télé il y a quelques années et j'avais adoré. J'ignorais l'existence du podcast avant cette année. Oh. Eh bien, shout-out à toi de nous avoir découvert par la télé, même si le podcast existait déjà depuis un bon bout de temps. Merci de m'accompagner au travail, dans mes tâches quotidiennes. Vous faites du très beau boulot. » Merci. Oh yes, merci à toi, chère auditrice ou auditeur. Sinon, on vous invite à rejoindre notre Patreon pour du contenu bonus. Il y en a plein. Encore cette saison, on en a sorti plein. Si vous rejoignez Patreon maintenant, vous avez plusieurs années de contenu bonus. Il faudrait calculer, ça donne combien en nombre d'années-lumière ou de tours du soleil. Ça commence à être beaucoup. On approche quasiment du 40 after-show ou quelque chose comme ça. Là, presque 4 saisons, 6, 7, 8, 9 à un after-show par épisode. Donc, on commence à en avoir pas mal. Oh oui, je pense qu'on en a assez dit, Seb. Est-ce qu'on est prêt à se plonger dans notre histoire passionnante de ce soir? Oui, mais avant de plonger dans notre épisode, Émile, as-tu déjà pensé à la quantité d'informations personnelles qui te concernent, qui flottent un peu partout sur le web, mais sans trop que tu le saches? Ça me traverse l'esprit assez souvent, Seb, puis c'est assez inquiétant, non? Je suis toujours en train de me demander comment limiter au maximum la fuite de mes données. C'est exactement le problème que Incogni résout. Leur service prend l'initiative de supprimer l'ensemble de tes données personnelles, Émile, des bases de données, des courtiers de données. Puis ces derniers sont des pros de la revente d'informations, puis souvent, c'est souvent des fins un peu scrupuleuses. On ne sait jamais comment ton information est vendue au site web. Donc, grâce à Incogni, tu peux dire adieu à cette intrusion. Ça sonne un peu comme un véritable bouclier numérique, Seb, de la manière que tu en parles. Oui, clairement. Tu vas voir, Émile, c'est assez facile. Tout ce que tu as à faire, c'est de visiter leur site incogni.com/distorsion. incogni.com/distorsion. En utilisant le code, tu bénéficies d'une réduction de 60% de rabais spécialement pour vous. Et avec Incogni, tu as un abonnement annuel à un tarif très avantageux de 6,49 par mois, avec aussi une option de paiement mensuel. Leur processus d'inscription est simplifié au maximum, te permettant d'accéder rapidement à cette protection indispensable à l'ère numérique. Puis finalement, si tes attentes ne sont pas rencontrées, il n'y a pas de souci, il y a une garantie de remboursement de 30 jours. L'annulation est aussi simple que l'inscription, donc s'il y a un enjeu, pas de souci. Je prends aussi quelques minutes, guys, pour discuter d'un autre partenaire important pour nous, le Centre de formation professionnelle des riverains. Oh, OK, Émile, parce que je crois qu'on a quelque chose d'intéressant entre les mains pour nos auditeurs qui sont plus de type entrepreneur en herbe. Émile, as-tu déjà imaginé créer ton empire de minage de crypto-monnaies? Oh oui, Seb, tu me connais bien, tout le temps. Mais franchement, je ne sais pas vraiment par où débuter. Et si je te disais que tu pourrais démarrer cette aventure entrepreneuriale gratuitement et en ligne grâce au CFP des riverains? Leur programme de lancement d'entreprise te guide pas à pas juste en 14 semaines. Mais là, tu es en train de me dire que c'est gratuit, Seb, donc je peux suivre ce programme-là tout en restant confortablement chez moi à la maison? T'as tout compris, Émile. Que tu veuilles révolutionner la crypto, la mode, l'alimentation durable ou même l'industrie du jeu vidéo, ce programme est fait pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de te connecter au site, idéalement habillé, et t'immerger dans l'apprentissage. C'est incroyable, Seb. Et là, tu es en train de me dire que c'est accessible à tous, sans exception? Absolument. Et pour ne rien gâcher, le programme est admissible aux prêts et bourses aussi. Il suffit de s'inscrire en ligne sur cfpriverain.qc.ca/programme-lancement pour débuter ton parcours d'entrepreneur.
Oh yes, merci Seb. Donc, amis distordus, si vous rêvez de lancer votre propre entreprise, que ce soit peu importe le domaine, l'éco-mode, la technologie ou tout ce qui vous passionne, le Centre de formation professionnelle des Riverains vous offre une rampe de lancement sérieux avec une occasion en or que j'ai rarement vue. Donc, n'attendez plus, c'est le moment de concrétiser vos rêves. Alors Seb, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'épisode de ce soir? Oui, madame. Et monsieur. La tête pleine d'idées d'entreprise. Kayla Unbihon est la fille de Heather Unbihon et de Ryan Izerka. Elle est née le 5 janvier 2008. On la décrit comme étant une jeune fille calme, timide, gentille et attentionnée. Lui et Heather se sont rencontrés en 2003 alors qu'ils travaillaient aussi ensemble chez Walmart. Le couple a décidé de déménager de l'Illinois, l'État de l'Illinois, à l'État de la Géorgie, ensemble pour aller à l'école à l'Institut d'art d'Atlanta, en Géorgie. Avec le recul, ce n'était pas la meilleure décision pour le jeune couple. La pression de l'école et du travail pour payer les factures a mis beaucoup de stress sur leur relation. Un stress dont Ryan dit qu'ils ne se sont jamais remis. Les deux sont restés ensemble pendant environ 5 ans et ont essayé de faire fonctionner les choses. Ryan expliquait que la proximité fusionnelle de Heather et de sa mère rendait aussi les choses difficiles, car il avait lui-même beaucoup de difficultés à avoir de la proximité avec sa conjointe. Parfois, les relations de famille fusionnelles, ça peut être difficile pour laisser quelqu'un entrer dans un couple. Oui, c'est vrai. Hein. Puis ça peut même laisser, comme dans son cas, on dirait que ça crée à la limite une certaine jalousie, une attention qu'elle donne à sa mère, mais pas à lui. Mm-hmm. Bref, le couple sentait tranquillement que la fin approchait. Ils se sont finalement retournés en Illinois et vers la toute fin de leur relation, Heather a découvert qu'elle était enceinte de Kayla. Ryan explique qu'à l'époque, il était très triste car il savait qu'il n'allait probablement pas le passer le reste de sa vie avec Heather. Mais ceci dit, de bonne foi, il essaie quand même de faire fonctionner les choses. Ryan a déclaré qu'ils avaient toujours prévu de se marier, mais seulement 2 semaines après la naissance de Kayla, Heather a brusquement mis fin à la relation. Ryan s'est confié en disant, je le cite, « Tu sais, la première fois que j'ai tenu ma fille en dehors de l'hôpital, je pleurais, la tenant, m'excusant auprès d'elle car je savais que sa vie allait être difficile. Cela a un peu posé les bases de la vie précoce de ma fille. Et après cela, tu sais, il est vraiment difficile d'être un père actif quand quelque chose comme ça vient de se produire. Donc, pendant les 2 années suivantes, j'essayais toujours de trouver un arrangement pour voir ma fille et je laissais toujours à Heather son espace car tout le pouvoir était entre ses mains. » On le sait, souvent, la mère est privilégiée, tu sais, dans des cas comme ça, tu sais, étant la porteuse et tout ça. Puis on va voir, par contre, que dans les suites des choses, on dirait que cette prépondérance à donner un peu par défaut les soins à la mère va lui nuire, en fait, dans la suite des choses. Mais c'est vrai que ça doit être pas évident pour lui de donner naissance, justement, de voir naître sa fille, mais en sachant que avec la mère, ça n'allait pas durer longtemps. Là. Ah oui, c'est tellement triste. Hein? Il y en a de plus en plus des couples comme ça. Parce que moi-même, je me suis séparé, mon enfant était jeune, mais pas jeune à ce point-là. Puis c'est vrai que c'est toujours un peu difficile comme parent de l'impression que tu vas manquer peut-être une partie de la vie de ton enfant. Ben oui. En passant, moi et Seb sommes 2 papas de filles, donc c'est une histoire qui risque de nous toucher beaucoup aussi. Là. Ça risque d'être, ça fait drôle un peu de faire de la recherche sur cette histoire-là. S'en est suivi plusieurs petits combats ici et là, en fait, entre Heather et Ryan pour augmenter les visites auprès de sa fille. Mais Heather devenait de plus en plus contrôlante, en exigeant que Ryan soit toujours en sa présence lorsqu'il voit Kayla. Souvent, ils se retrouvaient à faire du shopping tous ensemble, alors que Ryan suit Heather et sa famille avec Kayla dans le chariot pour faire les courses. Donc, c'est pas vraiment du gros temps de qualité là, avec sa fille. Là.
Ryan n'a presque jamais eu la chance de lui donner le biberon, de la nourrir, de l'endormir, bref, de lui donner les soins d'une certaine façon, et plusieurs petites étapes importantes là, dans la vie d'un enfant qui grandit. Au fur et à mesure que le temps passait et que Ryan manquait la vie de Kyla, il a commencé à parler à une femme là, avec qui il sortait un peu plus sérieusement, une dénommée Lisa, et qui allait plus tard devenir sa conjointe. Il a commencé à lui parler de ses droits en tant que père de Kyla et comment il pourrait la voir plus souvent. Ryan nous a dit que son intention n'était jamais d'amener Heather en justice pour obtenir la garde exclusive de Kyla. Donc, il souhaitait que tout ça se règle à l'amiable, évidemment, comme bien des couples qui se séparent. Mais il voulait faire ce qu'il y avait de mieux pour sa fille, puis en fait jouer un rôle très actif dans sa vie. Donc, en 2014, Ryan a finalement épousé Lisa, qui, elle, avait 2 filles d'une relation antérieure. Donc, ils se sont donnés un peu comme objectif de former une famille un peu reconstituée. Famille, Et là, eux, en fait, ils vivaient à South Elgin, dans l'État de l'Illinois, tous ensemble. Mais Kyla, elle, était presque en permanence chez sa mère Heather pendant ce temps-là. Initialement, Ryan et Heather ont organisé les visites de manière informelle. Cependant, les choses sont devenues très compliquées lorsqu'elle et Kyla ont déménagé à Athens, en Géorgie, là, sans le prévenir. Donc ça, c'est un peu un petit coup dans les côtes là, de déménager sans le prévenir dans un autre État. C'est quand même loin. La Géorgie, c'est vraiment dans le sud des États-Unis. L'Illinois, c'est collé sur le lac Michigan, il me semble. Donc, c'est plusieurs heures de route là, pour aller la rejoindre là, d'une certaine façon. Mais même de façon éthique, tu peux pas faire ça. Non. C'est manquer de respect un peu pour vraiment. Même pour sa propre fille, là, quelque part. Pendant ce temps, il ne pouvait voir que Kyla que lors d'appels vidéo. Et lorsque Heather et elle revenaient en ville pour les vacances. Le père de Ryan, qui est donc le grand-père de Kyla, a passé plusieurs mois et années de sa vie là, à se battre pour des droits de visite et d'autres droits parentaux, là, même à son niveau à lui là, en tant que grand-père. Ryan a donc demandé à la Cour d'établir des droits de visite et une pension alimentaire pour enfants là, afin de tout encadrer les choses qui étaient informelles jusqu'à maintenant. Après plusieurs mois, un juge a mis par écrit un accord formel sur la garde et les visites. Ryan a déclaré que Heather ne respectait pas régulièrement l'accord. À un moment donné, elle a dit au tribunal que Ryan ne pouvait pas voir Kyla car elle avait des problèmes de santé très rares, en parlant de Kyla, sa fille. Un enquêteur du tribunal a déterminé que les affirmations de Heather étaient fausses. Il a également été allégué qu'elle était contre les vaccinations pour Kyla et ne lui permettait pas d'utiliser du dentifrice normal, entre bien d'autres choses. Heather avait de drôles de pensées en regard de la santé en général, pensées qui frôlent parfois là, des idées complotistes. Mais on y reviendra un peu plus tard. Depuis le déménagement en Géorgie, ce n'est plus évident pour Ryan pour voir sa fille sur une base régulière. Heather va mandater sa mère pour amener Kyla en Illinois afin que Ryan la voie, mais ce n'est pas un plan réaliste à long terme. Heather va aussi tenter différentes formes de manipulation pour lui enlever la garde, notamment en lui disant que s'il voulait, il pourrait simplement enlever son nom du certificat de naissance, mon Dieu. Comme ça, il n'aurait plus besoin de la voir et de lui payer une pension. Toutefois, Ryan veut simplement le contraire. Il veut voir sa fille encore plus et ça ne lui dérange pas du tout de payer une pension malgré ses maigres revenus salariaux. Au cours des prochaines années, Ryan a continué à se battre pour avoir un calendrier de visite avec sa fille. Il semblait y avoir un cycle qui se répétait devant le tribunal. Heather formulait une nouvelle accusation contre Ryan et sa femme, ce qui retardait les choses pour que l'accusation puisse être ensuite examinée. À chaque fois, l'accusation s'avérait fausse, mais le temps continuait de filer et Ryan, lui, il manquait tous ces moments-là, des moments précieux et de qualité avec Kyla. Là. Donc, oui, ça passe vite à cet âge-là, les 5-6 premières années. Oui, vraiment. Puis elle, c'est clair qu'elle veut juste gagner du temps. Donc non seulement elle empêche Ryan de voir sa fille, mais en plus, ça gaspille du temps du système de justice, puis des moyens, puis tout ça, c'est vraiment... sa stratégie est comme vraiment malhonnête. Là. Oui, c'est de la mauvaise foi.
Parmi les accusations, il disait par exemple que la maison de Ryan était sale et non hygiénique et que la relation qu'il avait avec Lisa était malsaine et ça constituait pas vraiment un bon environnement pour Kyla, mais rien de tout ça était fondé. Et c'est sûr que, tu sais, Ryan, c'est pas quelqu'un qui était très riche, tu sais. Il sortait d'un emploi au Walmart par la suite, bon, mais c'était quand même des gens qui vivaient convenablement, tu sais, puis qui avaient très à cœur les valeurs familiales, puis le bien-être de sa fille. Ensuite, les choses ont pris une tournure assez étrange lorsque Heather a commencé à dire que Kyla avait plusieurs problèmes médicaux différents. Ryan n'avait aucune raison de penser que ce qu'elle disait n'était pas vrai. Le tribunal avait nommé un tuteur ad litem. Ça, c'est une personne qui est chargée d'enquêter sur ce qui se passe dans un cas comme celui-ci et ensuite de recommander une ou plusieurs solutions dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette personne ne travaille pour aucun des deux côtés. C'est une forme de médiateur, si on veut. Elle cherche ce qui est le mieux pour l'enfant. C'est à ce moment-là que les choses ont vraiment commencé à changer dans la lutte de Ryan pour obtenir des visites avec sa fille. Heather affirmait que Kyla avait plusieurs allergies, lui forçant à maintenir une diète très stricte. Les choses ont pris une autre tournure lorsque Heather est arrivée avec cette nouvelle comme quoi Kyla avait un trouble neurologique rare appelé le PANDAS ou PANDAS, P-A-N-D-A-S, dont Ryan n'avait jamais entendu parler. Fondamentalement, c'est une sorte de maladie où l'enfant attrape régulièrement des maux de gorge et c'est presque comme s'il ne pouvait pas en guérir et dans leur cerveau, cela provoque des choses étranges. Prenant la santé de sa fille à cœur, Ryan croyait Heather malgré le fait que plusieurs personnes de son entourage n'étaient pas convaincues de la chose. Ryan s'est expliqué au podcast Vanish et je le cite. Au début, c'était presque une raison pour laquelle je ne pouvais pas voir ma fille à cause des allergies. Puis, c'est devenu cependant. Il a enquêté et ce qu'il a découvert, c'est qu'aucun de ses médecins ne voulait déclarer officiellement que sa fille avait le PANDAS. Lorsqu'il a examiné tous les dossiers, ils disaient tous que la maman affirmait que sa fille avait le PANDAS, mais personne n'avait jamais diagnostiqué sa fille avec la maladie. C'était toujours elle. Et elle, en fait, est allée voir de nombreux médecins jusqu'à ce que quelqu'un commence à la traiter pour le PANDAS. Nous avons découvert cela, donc il était inquiet et il pensait qu'elle avait une forme de trouble de type Munchausen par procuration avec ma fille, car si l'on regarde au fil des ans, tout ce qu'elle avait fait, c'était comme si elle avait toujours une raison pour affirmer que ma fille était malade. Finalement, en raison de tout cela, je ne pouvais encore moins la voir. Ouais, Seb, en fait, on connaît un petit peu ça, nous, à Distorsion, le syndrome de Munchausen par procuration. On en a parlé à quelques reprises quand même, entre autres dans l'histoire de Gypsy Rose Blanchard, qui est carrément une histoire phénoménale qui a repris quand même beaucoup d'actualité cette année. Oui, elle a été libérée. C'est ça. Mais en guise de rappel, je vais juste faire une petite parenthèse dans l'histoire que tu nous racontais, Seb, pour vous reparler un peu du syndrome, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui ont écouté notre épisode, mais en fait, le syndrome de Munchausen par procuration, c'est un trouble factice caractérisé par la fabrication ou l'induction de symptômes médicaux. Donc, un trouble factice. Donc, c'est des fausses croyances carrément, là. Les personnes atteintes de ce syndrome simulent des maladies et cherchent souvent des traitements dans différents établissements de santé. Ça devient un projet de vie pour eux là, de faire des recherches là-dessus. Là. Ça occupe beaucoup de leur temps. Il y a 2 variantes du syndrome de Munchausen. Il y a le syndrome de Munchausen point et le syndrome de Munchausen par procuration qui est classé dans la catégorie des abus envers les enfants. Okay. Donc, les individus atteints ne reconnaissent généralement pas leur trouble mental, ce qui rend le traitement extrêmement difficile et présente un faible taux d'adhésion au traitement, en fait. Un pronostic défavorable et peu d'amélioration lorsque quelqu'un a ça. C'est dur de traiter ça parce que la personne est dans le déni. Tu sais. Oui, exact. Ce trouble a été décrit pour la première fois en 1951 et reste un défi pour les professionnels de la santé en raison de son coût élevé et des procédures médicales inutiles souvent qu'il engendre. Parce que justement,
Ces gens-là croient que leurs enfants sont malades. Des fois, vont être convaincants. Des fois, ça va marcher. Ils vont avoir des traitements, mais c'est pas des traitements qui sont destinés à eux. Donc, ça peut être vraiment dangereux. Là, on l'a vu dans le cas de Gypsy Rose, justement. Là. Parce que justement, en plus, les enfants sont exposés à une pression accrue et sont eux-mêmes plus à risque de développer des problèmes psychopathologiques. Dans ces situations, les enfants peuvent être confrontés à des moments de turpitude, d'instabilité, de stress émotionnel et à des aléas chaotiques dans leur vie quotidienne. Parfois, ils peuvent même croire eux-mêmes qu'ils ont des maladies. Ils peuvent même en venir à prendre des médicaments sous des fausses prémices. Donc, c'est pas un trouble à prendre à la légère, mettons, là. Je reviens tranquillement à notre histoire. Seb, lorsque le tribunal a confié à Ryan la prise de décision médicale, Kayla vivait toujours en Géorgie avec sa mère, ce qui rendait les choses un peu difficiles. Ce que Ryan a découvert, c'est qu'Heather amenait Kayla chez des médecins holistiques, ce qui n'est pas un problème en soi, non, pas du tout. Mais il voulait que Kayla aille à l'hôpital pour passer des examens médicaux. Et c'est ce qu'il a fait. Il voulait aussi que Kayla consulte un médecin traditionnel, en fait. Elle était traitée de manière étrange elle faisait des détox, par exemple, pour un enfant en bas âge. On lui faisait des massages crâniens régulièrement pour guérir des choses que, on n'est pas sûr qu'un massage crânien pourrait aider, par exemple. Elle prenait des pilules très étranges, selon Ryan. Après cela, Heather a clairement désobéi aux ordres du juge, ce qui a conduit à son déménagement forcé en Illinois. Elle a dû revenir d'une certaine façon. Okay. Évidemment, ce déménagement pourrait aider grandement, en plus de se rapprocher du père de Kayla, qui semble de plus en plus en mesure de prendre des choses en main, là, depuis que justement sa situation familiale se stabilise avec Lisa. Ce déménagement forcé a beaucoup envenimé la relation entre Ryan et Heather, car ce n'est pas ce que celle-ci voulait. Lors d'apparitions en cours, Heather se montrait très condescendante envers Ryan et sa famille, alors qu'elle semblait, elle, irréprochable. Mais Heather ne faisait rien de ce que le juge lui avait ordonné, y compris inscrire Kayla à l'école. Et ça, c'était très important. Elle a donc eu des suivis plus serrés avec les autorités. Lorsque Kayla passait du temps en visite avec son père, Heather lui envoyait un téléphone, imagine-toi donc, Seb. Ryan a remarqué que Kayla était contrariée après avoir lu des messages ou après avoir eu des appels avec sa mère sur le téléphone qu'elle lui a donné en visite pour faire des visites. Là. Il voulait leur laisser de l'espace et de l'intimité pour communiquer, donc il ne surveillait pas les appels ou les messages. Cependant, cela est devenu si perturbant que Ryan a demandé au tribunal de modifier l'ordonnance pour que le téléphone reste chez Heather, ce à quoi le tribunal a acquiescé. J'espère. Donc, là, elle n'avait plus de téléphone cellulaire en visite, mais elle pouvait toujours communiquer avec sa mère par téléphone depuis la ligne fixe qu'ils avaient à la maison. Là, mais là, tu vas voir, ce que Ryan s'est rendu compte, Seb, c'est que Heather avait dissimulé un téléphone portable dans le toutou lapin de Kayla et qu'elle n'avait plus le droit de texter sa mère. Heather, en fait... vu qu'elle avait plus le droit de texter sa mère à cause de l'ordonnance du juge, Heather lui envoyait des courriels avec des messages vocaux, donc à contourner encore une fois l'ordonnance. Et là, en l'espace d'un mois, elle a envoyé plus de 300 courriels à sa fille en visite dans le but de la manipuler. Elle lui disait des choses, par exemple, comme « Dis à ton père que tu es malade, comme ça tu vas pouvoir revenir plus rapidement à la maison. » Donc, elle voulait vraiment stopper la visite. Là. Ce qui est perturbant, tu sais, la petite fille, elle se retrouve entre sa mère et son père, comme ça, avec un téléphone. Elle ne peut pas vraiment réagir live. Donc, c'est assez perturbant. À ce moment-là, Ryan n'avait le droit de recevoir sa fille seulement les week-ends. La pauvre Kayla, qui devait avoir environ 8 ou 9 ans à l'époque, devait donc gérer cette double vie là, face à son père, puis elle n'était pas du tout confortable avec ça. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit de cacher un téléphone dans son toutou en plus. Là. C'est le juge là, qui a demandé à sa mère là, quand même. Là. Et elle n'était pas à l'aise de mentir à son père. Elle savait que ce que sa mère lui demandait, c'était pas vrai. Il fallait qu'elle mente. Dans le fond, sa mère lui demandait de mentir, de faire croire qu'elle était malade. Donc, tout ça met une pression énorme sur l'enfant qui est à peine en train d'établir là, sa capacité de discernement. On dit que l'âge de la raison, c'est 8 ans. Là. Donc, ça vraiment
cette attitude-là de sa mère qui est complètement immature, loin d'être aidante là, pour le développement de sa fille. Là. Ah non, vraiment pas. Après ça, tu sais plus sont où, la ligne est où, hein, entre le bien et le mal. Si maman le dit, j'ai le droit de contourner les règles. Puis ils ne veulent jamais faire de la peine à aucun de leurs parents, les enfants par défaut. Ben donc, ils doivent se sentir tellement déchirés, ils vont faire ce que la mère dit pour ne pas faire de la peine à la mère. En même temps, elle va cacher tout ça à son père pour ne pas faire de la peine à son père. Non, ça doit être... dans la tête d'un enfant de 8 ans, là, c'est presque une torture, on dirait, mentale. Ben oui, c'est clair. L'objectif de Ryan n'a jamais été d'obtenir la garde exclusive de Kyla. Il voulait partager la garde avec Heather car il estime qu'il est important que les deux parents soient impliqués dans la vie de l'enfant. Cependant, Heather semblait incapable de suivre ce que le tribunal avait ordonné. La transition d'une maison à l'autre n'était pas quelque chose qu'il voulait imposer à Kyla, mais ça s'est avéré beaucoup plus positif que prévu. Kyla s'entendait très bien avec ses demi-sœurs, sa santé allait bien et elle progressait bien aussi à l'école. En mars 2017, Ryan a obtenu la garde principale de Kyla, tandis que Heather a obtenu des droits de visite. Elle était autorisée à voir Kyla un week-end sur 2. Le juge a également accordé à Ryan le pouvoir discrétionnaire exclusif de prendre toutes les décisions concernant le traitement médical et les soins de Kyla. Ryan lui donnait aussi de la nourriture vegan pour ne pas contrecarrer les habitudes que Heather avait instaurées. Oui, parce que eux, il y avait une diète, elle imposait à sa fille une diète végane. OK. Ce que Ryan respectait. C'est tout à son honneur. Là. Alors, il faisait son bout de chemin là-dessus, par respect pour sa fille, mais aussi pour sa mère, en mettant leurs différents côtés. Pour vrai, il est patient. Même si Ryan avait la garde, Kyla avait toujours des visites fréquentes avec sa mère. Elle était autorisée à l'appeler et à faire des appels vidéo avec elle tout au long de la semaine lorsqu'elle était chez Ryan, et elle appelait ou faisait des appels vidéo à Ryan lorsqu'elle passait du temps avec sa mère. Les choses semblaient bien se passer, du moins, c'est ce que pensait Ryan. Une chose qui l'inquiétait était le fait que Kyla n'était pas vaccinée. Parfois, nous entendons aux nouvelles, aux informations, parler d'épidémies de maladies que l'on pensait disparues. Comme même au Québec, ces temps-ci, c'est la rougeole en passant là, c'est vrai. On a une épidémie à cause qu'il y a des parents qui ne veulent pas vacciner leur enfant comme ça. Mais justement, ces maladies-là qu'on avait presque plus, mais lui, il est préoccupé par ça. Donc, peu importe si vous croyez à la vaccination de vos enfants ou non, ce n'est pas un problème ici là, pour Ryan. Ryan croit que ce qui s'est passé ensuite a peut-être été le catalyseur de ce qui se passerait plus tard en juillet 2017, car il a souhaité la faire vacciner. Ryan a planifié un rendez-vous chez le médecin et toute la famille de Heather a assisté au rendez-vous, ce qui a rendu l'atmosphère assez étrange. Tu t'imagines, tu vas chez le docteur puis tout le monde est réunion là. de famille. Mais non, c'est assez drôle, là. Heather chuchotait toujours dans l'oreille de sa fille sans que l'on sache ce qu'elle lui disait. Elle a dit au médecin à un certain moment que sa fille pourrait mourir de cette vaccination, ce que le médecin a trouvé très ridicule. Les parents de Heather regardaient Ryan avec un air très menaçant. Ce qui était le pire dans tout ça, c'est Kyla qui était encore témoin d'une situation stressante avec ses parents, toujours prise entre les deux. Là. Pendant des mois, tout semblait bien se passer. Puis, pendant le week-end du 4 juillet 2017, Ryan a déposé sa fille de 9 ans chez Heather à Wheaton, dans l'Illinois. Elle prévoyait de la garder jusqu'au 5 juillet, donc le lendemain. Le 4 juillet, Kyla et Heather ont assisté au défilé de la fête du 4 juillet à Wheaton. Ils ont ensuite chargé leur voiture et sont partis, disant à des proches, mais pas à Ryan, qu'ils partaient en camping pour une nuit dans le Wisconsin. Le 5 juillet, Ryan a envoyé un message à Heather lui disant qu'il serait en retard de 15 à 20 minutes pour récupérer Kyla. Ce message ne sera jamais lu.
Le 5 juillet 2017, donc le lendemain de la parade du 4 juillet, à 19h, Ryan est parti du travail pour se rendre chez Heather afin de récupérer sa fille Kyla. Cependant, elle n'était pas chez elle. Lorsqu'il cogne à la porte de la maison, c'est l'oncle de Heather qui répond. Et il dit à Ryan qu'elles ne sont pas là et qu'elles sont parties en camping. Mais Ryan, il trouve ça immédiatement bizarre là, parce qu'il sait très bien que si Heather est absente lors de l'arrivée de Ryan pour chercher Kyla, elle va être dans le trouble là, au niveau judiciaire. Oui. Elle risque même de perdre son droit de visite. Donc, ça serait une mauvaise décision de sa part. C'est un peu ça qu'il se dit. Là. Ouais. Donc, selon lui, il est impossible qu'elle soit partie en camping comme ça sans aviser personne. Tu sais, c'est assez que Ryan va faire plusieurs centaines de kilomètres pour venir chercher sa fille. Plus, ouais. Donc là, il n'y a pas de chance là, que tu la choques 24 heures à l'avance ou le jour même, en fait, en partant 24 heures en camping. Là, tu sais. Il se dirige donc chez le père de Heather qui habite pas trop loin, là, puisque nous sommes un mercredi, puis apparemment qu'habituellement, là, ils ont une tradition d'aller tous manger chez le grand-père, les mercredis. Et encore une fois, le grand-père sort cette histoire de camping en disant qu'il les a pas vus. Et là, ça commence royalement à inquiéter Ryan. Lorsque la famille de Heather lui a dit que Kyla et Heather n'étaient pas à la maison et qu'elles étaient parties camper dans le Wisconsin sans date de retour, Ryan a immédiatement su que quelque chose n'allait pas et est passé à l'action. Il a appelé la police depuis leur domicile et a attendu que les agents viennent prendre un rapport. À sa grande surprise, personne ne semblait très préoccupé par le fait que Kyla avait été amenée par son parent qui est non gardien, en fait, qui n'est pas son gardien légal. Ryan soupçonnait le pire, mais les policiers ont refusé de lancer une alerte Amber puisqu'il s'agit de la mère, en fait, qui a amené l'enfant. Donc, pour eux, c'était un peu comme là, ça se peut pas parce que c'est la mère. Il a donc attendu d'être de retour chez lui pour remplir un rapport de police et signaler la disparition de sa fille dans son comté à lui, dans l'Illinois, le vendredi suivant, soit 2 jours plus tard. C'est 2 jours. On sait qu'en 2 jours, il peut s'en passer des choses quand même. Là, mais ils n'ont pas envoyé l'alerte Amber justement parce que, c'est la mère. Puis c'est vrai que la plupart du temps, 99% des cas, c'est le père. Oui, exact. Bon. Heather ne s'est jamais présentée à une audience devant le tribunal le 7 juillet où elle devait assister, en fait. Donc, elle a manqué une audience. Dans les mois précédant son enlèvement, un juge avait accordé à Ryan la garde physique et légale exclusive de Kyla. Juste 3 jours après son enlèvement, tout le monde devait retourner au tribunal car Heather contestait ce changement de garde-là. Là. Ce vendredi après l'enlèvement, nous avions tous rendez-vous, selon Ryan, là, qui parle, au tribunal pour discuter de la question. Heather contestait le changement de garde et elle ne s'est pas présentée au tribunal. Tout le monde était là et la scène était surréelle. Alors que la juge demande où est la mère, Ryan leur explique qu'elle a sa fille, qu'elle n'est pas revenue et que les recherches ne sont pas officiellement lancées. Donc c'est surréel, là. Ils sont dans le palais de justice pour un cas que la mère conteste. Mais la mère s'est pas présentée parce qu'elle est en cavale avec sa fille. Donc, lui, là, il comprend pas. Là, il y a personne qui a lancé de recherche. On est au tribunal. Donc, c'est quand même weird. Là. Tout le monde se regardait un peu interloqué. Il y avait un 4e avocat que personne n'avait jamais vu auparavant. Il était au tribunal. Et lui ont demandé, c'était un 4e avocat de Heather, « Votre cliente n'est pas là. Savez-vous où elle est? » Puis il a répondu qu'il n'en a aucune idée. Ce qui est très louche, encore une fois. Ceci dit, les autorités ont finalement commencé à prendre la chose plus au sérieux. La police a également tenté d'appeler leur téléphone portable, évidemment, mais n'a pas réussi à les joindre. Selon Ryan, il est clair que les parents de Heather savent où elle est, ou du moins, ils savent quel est son plan. Cette fois-ci, contrairement à leur habitude, ils n'étaient pas au tribunal, toute la famille, là, alors qu'ils se présentent toujours. Donc, ça laisse sous-entendre qu'ils étaient au courant. Et là, Ryan, il se dit que est-ce que c'est possible qu'elle ne revienne jamais, qu'elle ne soit pas juste partie dans un petit voyage. Là.
Même la juge s'est montrée rassurante dans cette histoire-là, imagine-toi, en expliquant que selon elle, la mère de Kayla ne l'avait pas enlevée de force. C'est impossible qu'elle ait fait ça parce que c'est sa mère, en fait, puis que sûrement qu'elle reviendrait très bientôt. Oui, oui. Donc, même la juge, elle ne voit pas l'urgence de réagir. Oui. Donc, Ryan a à peu près tout le système de justice contre lui. Un des aspects les plus préoccupants de cette affaire est le nombre de professionnels de la justice pénale qui ont omis d'autoriser une alerte Amber, car Kayla avait été enlevée par sa mère. Même si les alertes Amber peuvent être autorisées pour des enlèvements familiaux lorsque certains critères sont remplis. Un des critères est que l'enlèvement doit concerner un enfant. Le deuxième critère est que l'enfant doit être en danger de blessures physiques ou de décès. Et le troisième est qu'il doit y avoir suffisamment d'informations à partager avec le public pour aider à retrouver l'enfant. Et plus de la moitié des alertes Amber aux États-Unis aujourd'hui concernent des scénarios d'enlèvement familiaux. Là. Oui. Ce qui est également très interpellant, étant donné que ce sont généralement des parents non gardiens qui amènent les enfants. Cependant, les enfants sont en danger extrême car il y a souvent des cas de violence domestique et malheureusement, nous constatons une quantité importante de violence contre les enfants dans les scénarios d'événements, là, selon les enquêteurs américains. Là. Et si vous voulez en savoir plus, Seb a fait une mini-disto sur l'histoire de l'alerte Amber. Oui, exact, sur l'évolution technologique. Oui, qui est disponible partout. On retourne à notre histoire. L'enquête est officiellement lancée malgré des délais dans l'exécution. On va s'attarder de plus en plus aux preuves numériques pour tenter de trouver des traces révélatrices. Les enquêteurs ont découvert que Heather avait vendu sa voiture, supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux et éteint son téléphone portable. Le 28 juillet, près d'un mois après l'enlèvement, un mandat d'arrêt pour enlèvement a finalement été émis contre elle. L'alerte Amber ne sera jamais lancée. Les policiers vont même proposer 2 drôles d'options à Ryan pour l'aider. La première, il lui suggère de signer un papier où il pourrait octroyer la garde complète de Kayla à Heather dans le but de la faire revenir. Ryan s'y oppose fortement, comme si dans le fond on donnait raison à Heather d'avoir fait tout ce qu'elle a fait et de positionner encore Ryan comme faisant partie du problème. Puis je le comprends, là. Sans que Heather ait de conséquences à tout ça. Là. C'est complètement injuste, me semble, comme marché. Oui, vraiment. La deuxième option proposée, les enquêteurs suggèrent d'attendre que sa voiture soit signalée par les patrouilleurs. Selon eux, tôt ou tard, elle se fera arrêter pour une infraction de la route et avec sa plaque, on pourra l'identifier. Encore une fois, cette solution est vraiment trop passive et laisse beaucoup de latitude à Heather pour disparaître et même changer de voiture, effectivement. Je veux dire, moi, ça m'a pris quasiment 10 ans avant de pogner un ticket. Ça faisait presque 10 ans que j'avais pas de ticket. Tu sais, fait que ça, il y en a qui en prennent jamais de leur vie. C'est comme dire, on va s'asseoir, on va attendre que le problème se règle. Oui, exactement. Le statu quo. Toujours. Donc, du début à la fin, les enquêteurs enchaînent bourde après bourde. Pauvre Ryan. Les enquêteurs sont allés aux informations télévisées et ont dit « Nous pensons qu'elle est en Géorgie, elle a été enlevée. » Mais il a fallu presque 1 mois avant qu'ils ne commencent même à chercher en Géorgie. Ben oui, tu sais. Ça n'a pas de sens. C'était comme si vous jouiez à cache-cache. Vous ne diriez pas « Hey, je vais te chercher dans le sous-sol » et laisser la personne se cacher où elle veut. Ben non, si tu vas aux infos télévisées, dire elle est sûrement en Géorgie, c'est comme dire hey, on s'en vient chercher en Géorgie. Et puis elle a juste à se pousser, mais là, puis si tu lui laisses 1 mois d'avance en plus. T'imagines l'écart qu'elle peut avoir. Oui. Non, des fois, c'est des drôles de tactiques des autorités. Et puis, des mois plus tard, Ryan a découvert que lorsqu'il était là pour chercher sa voiture en Géorgie, elle l'avait déjà vendue. Écoutez bien ça. Elle l'avait vendue pour de l'argent liquide. En fait, ce qui s'est passé, là, c'est que son frère cadet Justin, même s'il avait dit à la police qu'il n'avait aucune idée où elle était, est descendu en Géorgie, l'a rencontré d'une manière ou d'une autre et l'a aidé à vendre sa voiture. Il y avait des témoins oculaires, mais parce que cela s'était passé en Géorgie, le procureur de l'État de l'Illinois n'a pu rien faire car cela s'était passé dans un autre État. Donc, c'est fou, hein? C'est la juridiction, mais oui, c'est... Caroline.
Tu sais, quand il prédisait là, que sa fille allait avoir un drôle de parcours, il l'a senti même avant sa naissance. Hein, c'est fou quand tu vois ça. Là. Le frère est donc descendu là-bas, a vendu sa voiture, il a menti à la police, ce qui est un crime quand même assez grave. C'est puni par la loi aussi. Là. Il savait qu'il avait vendu la voiture, il le croyait car il avait un témoin oculaire assez fiable qui l'avait identifié parmi différentes personnes sur des photos. Et puis, il y avait une femme dans la voiture aussi, mais ils ne savent pas qui c'était. Cela aurait pu être Heather ou la mère de Heather. Ils ne savent pas, mais ils n'ont rien pu faire contre Justin. En fait, ils ne lui ont même pas dit qu'ils savaient parce qu'ils n'ont pas pu faire revenir les témoins en Illinois pour le poursuivre en justice. C'est fou, hein? Ça n'a pas de bon sens. Il s'en est sorti indemne, sachant qu'il avait menti et rien ne lui arriverait. Finalement, il a disparu lui aussi et maintenant les enquêteurs pensent qu'il est avec elle. Ah oui, c'est complètement tordu. Tu sais, la famille ment en pleine face des enquêteurs, puis on apprend plus tard que son frère, Justin, va l'aider à vendre sa voiture pour se cacher. Oui, ben oui. Puis là, le beau-frère disparaît lui aussi. C'est capoté, ça. Belle famille. Dans la plupart des cas d'enlèvement d'enfants, le parent était également répertorié comme personne disparue. Donc, dans ce cas-ci, Heather serait répertoriée. Là. Un aspect troublant de ce cas est que Heather n'est pas répertoriée comme personne disparue dans NamUs, la banque de données, malgré le fait que Ryan les ait signalés tous les deux comme disparus à la police locale. Donc, c'est comme si, encore une fois, il épargnait de mettre des photos de la mère, ce qui peut vraiment aider parce que les deux sont ensemble. Exact. Le frère de Heather, Justin, est également porté disparu depuis plusieurs mois maintenant. Il a été vu à Athens, en Géorgie, par un témoin qui se souvient l'avoir vu vendre la voiture de Heather, mais il n'est jamais retourné en Illinois. Parce qu'il l'aurait peut-être vu via des scanners de plaques automatiques. Pourquoi les autorités n'ont-elles pas répertorié Heather et Justin comme disparus eux aussi également? Parce que ça peut multiplier les chances de retrouver Kyla, en fait. Oui, absolument. Là. Mais non, de ce côté-là, encore une fois, ils n'ont pas vu le filon. Justin avait disparu il y a environ 1 an et la police est allée chez lui où son père a dit qu'il était parti mais pensait qu'il reviendrait. Cependant, Justin avait laissé derrière lui des indices montrant qu'il voulait disparaître et rejoindre les citoyens souverains. Des documents, des listes, des trucs là, sur son ordi, des plans qu'il avait tout bonnement laissés là. Il semble croire qu'il est hors de portée et introuvable. Il est probablement avec Heather car il l'a aidé à vendre sa voiture, puis il avait commencé même à se renseigner sur tout cela, là, le monde des citoyens souverains, avant même leur disparition. Oui, oui. Heather, quant à elle, n'avait jamais eu de travail à temps plein de sa vie et dépendait de ses parents pour subvenir à ses besoins. Il semble que Justin et Heather aient des liens étroits ayant vécu ensemble avant le déménagement de Heather en Illinois. Donc, selon Ryan et les enquêteurs, il est clair que la famille de Heather est au courant d'où elle se trouve avec sa fille. Mais justement, j'en ai parlé brièvement, mais Seb, peux-tu nous parler un peu de ce que c'est un citoyen souverain? Moi, ça me fait penser au film québécois là, sur Netflix, là, The Decline. Oui, Jusqu'au déclin. Jusqu'au déclin, voilà. oui. Ah oui, qui était... c'est vraiment un bon film, de conspirationniste. De survivaliste un peu. Oui, parce que je veux pas mélanger les deux. Il y en a beaucoup qui font du survivalisme par hobby, puis ça, je trouve ça passionnant, si tu veux mon avis. Là. Ou même, il y en a qui vont se faire des abris en cas de catastrophe et tout ça. C'est un hobby comme un autre. Oui, exact. Puis des gens qui veulent vivre off the grid aussi, à quelque part, je trouve ça cool. Sans électricité, tout ça, sans bill d'Hydro-Québec. Oui, exactement. D'être autonome. Mais ici, on parle d'une branche un petit peu plus radicale, là, je pense. Là. Oui, je t'explique ça. Les citoyens souverains, Émile, d'après le site web du FBI, ce sont des extrémistes anti-gouvernementaux qui croient que même s'ils résident physiquement dans ce pays, ils sont séparés ou souverains par rapport aux États-Unis. Donc, ils ne se sentent pas intégrés. Pour cette raison, interagir avec eux dans un cadre d'application de la loi peut souvent être dangereux. L'incident à Ruby Ridge, dans l'Idaho, est l'un des moments les plus connus de l'histoire américaine où les forces de l'ordre se sont retrouvées mêlées aux citoyens souverains. Je pense que c'est de ça dont est inspiré le film Jusqu'au déclin. Là. Ah!
Ruby Ridge était le site d'un siège d'une cabane occupée par la famille Weaver dans le comté de Boundary en Idaho en août 92. L'incident a débuté lorsque des adjoints du service des Marshals aux États-Unis sont venus arrêter Randy Weaver en raison d'un mandat d'arrestation. L'incident a abouti à un affrontement armé qui a entraîné la mort de plusieurs personnes, dont la femme et le fils de Randy Weaver, ainsi qu'un marshal. Oui, donc c'est un incident marquant là, de l'histoire américaine en lien avec les membres des citoyens souverains. Là. Donc c'est un peu à ce groupe-là que Justin semble vouloir s'identifier, puis entraîner un peu Heather dans tout ça. Là. Non seulement avec une idéologie un peu anti-gouvernementale, bon, de là vient l'idée des vaccins, tout ça. Jusqu'à date, c'est quand même un peu soft ce qu'on a entendu, c'est-à-dire que médecine holistique, OK, c'est correct, pas de problème. Mais là, c'est rendu vraiment une branche un peu, je dirais, de plus en plus illégale d'une certaine façon, parce qu'il ne faut pas l'oublier, elle est en cavale, Heather, puis Justin est complice là-dedans en plus, là, d'une certaine façon. Là. Heather a des liens avec la région métropolitaine d'Atlanta en Géorgie. Elle aurait peut-être amené Kayla à Athènes, qui est pas trop loin, où elles avaient vécu pendant plusieurs années avant leur disparition. On sait aussi qu'elle exprimait un intérêt là, pour vivre en dehors des réseaux, là, d'une certaine façon. Il y a une grande population de citoyens souverains en Illinois où Ryan vit, mais il ne sait pas avec certitude si Heather et sa famille sont impliqués dans ce mouvement précisément. Là. Seulement, certaines choses ont commencé à lui paraître claires après qu'Heather ait enlevé Kayla. Et là, ce qu'il dit, « Après que ma fille a été enlevée, j'ai regardé en arrière et j'ai vu certaines choses dont elle parlait sur Facebook, ainsi que son père et son frère, et j'ai vu qu'ils participaient à des groupes de discussion avec des citoyens souverains qui sont essentiellement des personnes là, qui sont anti-gouvernementales. Certains d'entre eux sont en fait des terroristes violents avec qui il discutait. Là. Donc pour lui, rien n'est rassurant sur la sécurité de sa fille, plus il creuse au sein du mouvement. Oui. C'est très inquiétant pour lui. Oui. Les parents de Ryan, donc les grands-parents de Kayla, sont aussi allés cogner à la porte des parents de Heather. Ils se sont essayés eux aussi, là, ils ont tenté de, entre grands-parents, là, peut-être, c'est une pas de mauvaise idée, d'avoir de l'empathie. Puis ils se sont vus refuser d'entrer, puis les parents de Heather ont été vraiment rudes avec eux. Là. Oui. Ryan, lui, de son côté, il lâche pas. Il a lancé un appel aux dons et aux informations. Il a créé une page Facebook, entre autres, là, pour retrouver Kayla. Il a trouvé une page GoFundMe aussi qu'il voulait utiliser pour engager un détective privé puis couvrir les coûts supplémentaires liés à la recherche. Entre juillet 2017 et mai 2023, la page a recueilli un peu plus de 2500 $ sur son objectif de 10 000 en fait. Là. Ce qui n'est pas beaucoup malheureusement. On voit que c'est peut-être pas quelqu'un qui utilisait beaucoup les réseaux sociaux et tout ça. Là. C'est pas beaucoup comme montant, je dois dire, là, pour une petite fille disparue. Là. C'est un peu inquiétant. Ah oui, parce que ça s'est fait sur 6 ans de temps. Donc, exactement. Là. Et là, en fait, en novembre 2023, Seb, l'histoire là, va connaître un développement inattendu. Ça a fait le tour du monde. Depuis 2021, là, Netflix a créé une nouvelle version de l'émission Unsolved Mysteries, qui était Dossier mystère au Québec. Je me rappelle plus c'était appelé comment en France, mais c'était un autre. C'était un autre? Un autre titre, oui. Et là, ils ont réalisé 3 saisons là, de cette nouvelle mouture du show de télé. En fait, c'est une émission légendaire d'Dossier mystère qui a duré pendant des décennies. Il y a eu William Shatner qui a qui a animé ça. C'est qui donc l'autre, le légendaire Stark, me semble. Ah, je me rappelle pas de son nom. Puis, donc, on a traité de tous les sujets là-dedans, allant du paranormal, aux enlèvements d'extraterrestres, aux meurtres irrésolus. Et là, ils ont refait 3 saisons que moi, j'ai bien aimé, si tu veux mon avis, sur Netflix. Il y a eu beaucoup de critiques, mais à quelque part, je trouve qu'ils ont bien modernisé le concept. Et là, dans un des épisodes de la saison 3, en fait, qui s'appelle « Abducted by a Parent »,
il y a une photo de Kyla qui apparaît, en fait, dans le générique. Et là, c'est même pas, ils ont même pas fait un épisode entièrement sur elle. C'est vraiment des affiches de disparition puis des images de progression d'âge qui défilent là, dans le générique parce qu'on traite de 2 autres histoires complètement dans l'épisode. Donc, c'est vraiment pendant quelques secondes, on voit là, le visage de Kyla et de sa mère Heather. Pendant 5 secondes, en fait, là, on voit une photo de Kyla à 9 ans, donc à l'âge de sa disparition, mais aussi un montage montrant à quoi elle pourrait ressembler adolescente là, au moment où l'épisode est disparu. Et à ce moment-là, la page Facebook Bring Kyla Home a aussi fait la promotion là, de cette image de progression d'âge, la partageant à ce moment-là, là, lorsque ça a été diffusé sur Netflix. Et là, 5 jours après la dernière fois où Kyla a été vue à Wheaton avec sa mère, la page Facebook a augmenté à jusqu'à 7000 abonnés. Donc, il y a eu vraiment, malgré le fait que c'était très, très court dans le générique, il y a eu quand même beaucoup les gens l'ont remarqué, là, exactement. Il y a des gens qui ont regardé. Et là, Kyla et sa mère, parce que, bon, les deux sont encore en vie, étaient au centre commercial régional Westgate le soir du 13 mai à Asheville, en Caroline du Nord, donc dans un autre État, encore une fois, ni dans la Géorgie, ni dans l'Illinois. Lorsqu'elles ont attiré l'attention d'une personne au magasin de dépôt-vente haut de gamme Plato's Closet, selon les autorités. Cette personne a reconnu Kyla et se souvenait que l'enfant était porté disparu. Et là, un employé du magasin a immédiatement contacté la police d'Asheville, qui a contacté, elle, la police de South Elgin. Et la police de South Elgin a confirmé l'identité des 2 individus comme étant Heather et Kyla, disparus là, depuis 2017, là, après la parade du 4 juillet. Et là, âgée de 40 ans maintenant, Heather a été tout de suite placée en garde à vue et Kyla a depuis été réunis avec son père. Donc, ils l'ont carrément reconnu. Ils ont appelé la police et ils sont venus les chercher sur le champ. C'est fou, pareil. Quelle bonne nouvelle. Hein. Parce qu'au début, quand cette histoire-là a fait le tour du monde, parce qu'on en a entendu parler, il y a plusieurs distordus qui nous ont suggéré l'épisode, d'ailleurs. Ben moi, j'étais sûr qu'il avait fait un épisode complet sur Kyla. Mais non, c'est vraiment des gens qui l'ont vu à la toute fin, quelques secondes, là, pendant 5 secondes, en fait. C'est d'où l'importance, hein, comme tu disais, de diffuser tout ça. Suite à son arrestation, à l'arrestation de Heather, elle a été inculpée pour le délit de non-extradition qu'elle a refusé de respecter. Elle a versé une caution de 25 000 $ le 16 mai. Elle a été libérée de détention, puis s'est rendue le lendemain dans le comté de Kane, en Illinois, où elle a été mise en accusation pour l'enlèvement. La femme de 40 ans a comparu devant le juge Julia Yeater le 18 mai et a été libérée sous caution avec un dispositif de surveillance électronique, là, comme souvent avec les les délinquants. Oui, les délinquants, exact. Le père de Kyla a obtenu une ordonnance de protection contre Heather, donc il est interdit de se trouver à moins de 1000 pieds de sa résidence et ne peut quitter l'Illinois sans autorisation judiciaire. Et ça, c'est un porte-parole là, du comté de Kane là, qui a déclaré ça. Depuis, l'affaire de Heather a été marquée par une série d'audiences de statut, dont une le 8 novembre, où elle a été ordonnée de subir une évaluation psychiatrique, parce que c'est vrai que quand tu tombes dans ce spectre-là, il y a peut-être des questions à se poser. Sa prochaine audience de statut est prévue le 1er décembre. Elle n'a pas encore plaidé sur l'accusation d'enlèvement. Le délit de classe 4 en Illinois peut entraîner une peine de 1 an à 3 ans de prison, souvent assortie d'une mise à l'épreuve. Ryan a déclaré qu'il était très heureux que Kyla soit rentrée chez elle saine et sauve. Et je le cite, « Je tiens à remercier le service de police de South Elgin, le Centre national pour les enfants disparus et exploités et à toutes les agences de l'application des lois qui ont aidé dans son cas. » Il a quand même remercié tout le monde, sachant que ça n'a pas été facile. Ben oui, exact. Au final, c'est pas les policiers qui l'ont trouvé. Non, hein. C'est là que des fois, on vit un peu dans un système matriarcal, puis je m'explique. Tu sais, là-dessus, on dirait qu'on fait confiance par défaut aux femmes, puis c'est correct, là, mais c'est un peu tout ça, on dirait, qui a amené
amené à ça. Là. Je tiens également à remercier tous les abonnés de la page Facebook Bring Kayla Home qui ont contribué à maintenir vivante son histoire et qui ont joué un rôle, là, on va se le dire, essentiel dans la sensibilisation. Puis il nous dit aussi qu'ils demandent de respecter leur intimité, qu'ils apprennent à vivre et à se retrouver ensemble et à naviguer dans ce nouveau départ. Le chef de police de South Elgin, Jerry Quashwick, a également remercié les citoyens de tout le pays et les autres agences de la loi, là, de l'application de la loi, qui ont travaillé avec dénouement là, pour aider à ramener Kayla chez elle. Et de plus, il y a plusieurs agences d'application de la loi qui ont célébré dans plusieurs États, alors que l'affaire offre... En fait, c'est vrai que ça donne un peu d'espoir aux enquêteurs puis aux familles qui recherchent des personnes disparues depuis des années. On dirait que quand tu le vois, là, que ça s'est résolu après 6-7 ans, mais au moins, ça donne espoir qu'il peut toujours avoir... l'enfant peut toujours être retrouvé, là. Ben oui, exactement. Puis, en fait, c'est sûr que ça soulève plusieurs questions, cette histoire-là. Seb, je dirais pas, tu sais, quand tu parlais de société matriarcale, je pense que... je peux pas l'exprimer, là, mais ouais. Oui, ça va slide dans les DM, attache-toi. Mais non, tu sais, en fait, je pense qu'on en est arrivé là parce que justement, il y a tellement eu d'enlèvements de pères frustrés, de violences conjugales venant de ça que peut-être que même les autorités ont peut-être même soupçonné Ryan en disant, écoute, peut-être que la mère a raison de partir, peut-être que, je sais pas trop, on dirait qu'on donne un bénéfice du doute un petit peu plus, peut-être... dans ce cas-ci, on l'a donné un peu plus à la mère, mais dans ce cas-là, ça a vraiment nui. T'sais, en fait, il faut trouver une façon que les enlèvements parentaux soient traités et priorisés égal. Oui, c'est ça, que ça soit traité également, autant pour les papas que les mamans, quelque part. Parce que ça arrive aussi, mais bon... Je comprends qu'il y a eu de la résistance, mais il y en a eu à peu près à chaque étape. Oui, c'est fou, hein? Mais tu vois que comment c'est intégré. Tu sais. Ben oui. Puis heureusement aussi, tu sais, juste pour conclure, la petite Kayla va bien. En fait, elle est en bonne condition, de bonne humeur et tout ça. Elle est heureuse de retrouver son père parce qu'elle aurait pu se retrouver en mauvais état, autant physique que psychologique. Ah, c'est clair. Donc, on n'en sait pas beaucoup. Hein. C'est pour ça qu'on aimerait ça vous en dire plus, mais tout ça s'est déroulé à la fin de l'année 2023. On enregistre cet épisode-là quelque part en mars 2024. Donc, c'est encore long. Il y a encore des développements qui vont avoir lieu. On va vous tenir au courant, évidemment. En fait, tout ce qui touche Kayla, elle n'a pas donné d'entrevue aux médias, elle n'a pas donné d'entrevue télévisée. Elle est gardée vraiment un peu sous une cloche de verre, je dirais, en ce moment, parce que justement, les choses sont encore un peu derrière les tribunaux. On ne sait pas encore qu'est-ce qui se passe, donc on a peu de détails sur sa vie actuelle. On suppose qu'elle est en santé, tout ça. On n'en sait pas trop sur les traumatismes qu'elle a eus. Oui, c'est sûr. On n'en sait pas trop sur où est-ce qu'elle a vécu pendant ce temps-là. Est-ce qu'elle a vécu dans un auto, dans une voiture, dans un campement dans le bois, dans une commune avec d'autres gens? On ne le sait pas, mais c'est des choses qui vont être en développement, puis on va vous tenir au courant, en fait. Ah oui, absolument. Puis, en fait, est-ce que Unsolved Mysteries, Seb, a aidé à résoudre d'autres crimes? C'est une question aussi que je me suis posée en recherchant là-dessus. Oui. Puis, en fait, dans le cas du reboot de Netflix, il n'y a pas de cas, en fait, qui a été résolu, bien qu'il y ait eu plusieurs développements depuis la diffusion des épisodes. Les autorités ont été inondées de conseils concernant, entre autres, le meurtre de David Carter, un homme dont le corps a été retrouvé démembré le bord d'une autoroute de l'Ohio en 2018, avec une seule balle dans la tête. Son cas a été présenté dans l'épisode 3 du volume 3, intitulé Corps dans des sacs en français. Son ex-petite amie Tammy Williams a été arrêtée en 2018, mais il n'y avait pas suffisamment de preuves pour engager des poursuites à l'époque. Elle a fui ailleurs dans l'État et n'a plus été vue depuis. Et là, en fait, on a confirmé qu'ils ont reçu beaucoup de tuyaux, d'informations, comme quoi Tammy n'aurait pas quitté les États-Unis, elle serait toujours à l'intérieur du pays. Donc, il y a des choses qui progressent. Il y a d'autres cas dans cette série-là, mais en fait, le cas de Xavier Dupont de Ligonnès, en fait, qui a figuré dans un épisode aussi de la série Netflix, qui a fait connaître le cas à beaucoup d'Américains qui ne connaissaient pas le cas, puis ils se sont rendus compte que c'est assez tordu.
Et en fait, il est toujours introuvable, Xavier Dupont de Ligonnès, mais encore une fois, il y a eu énormément d'intérêt et des milliers de tuyaux, encore une fois, et d'indices envoyés à l'équipe de production ou encore aux policiers en charge de l'affaire, mais il n'y a pas eu de progression réelle. Mais au cours des saisons de l'émission originale, parce que ça date quand même, est-ce qu'il y a eu des cas qui ont connu des développements? Ben, en fait, quand même pas mal. Je vais vous en nommer quelques-uns. Le cas de la famille Dupont de Nemours, donc d'autres Dupont, en fait. En 1989, l'épisode La famille Dupont a présenté l'affaire d'une famille assassinée à Paris en 1987. Et après la diffusion de l'épisode, des téléspectateurs ont fourni des informations qui ont permis d'arrêter, en fait, le meurtrier dans ce cas-ci. Okay. Donc, grâce à la diffusion sur Dossier Mystère. Il y a aussi le cas de John List, qu'on connaît, lui, en fait. En 1989, Unsolved Mysteries, encore une fois, a présenté son cas, qui est un homme accusé d'avoir tué sa femme, ses enfants et sa mère en 71. C'est un peu le Dupont de Ligonnès américain. L'épisode a conduit à son arrestation, à lui, carrément en 89, après que des téléspectateurs l'ont identifié avec son nouveau nom dans l'émission le Dossier Mystère. Okay. Quand même assez capoté. Un petit dernier comme ça, le cas de Gary Ridgway, en fait, bien que le tueur en série, Gary, surnommé le Green River Killer, là, qu'on connaît aussi dans le monde des tueurs en série, celui-là, en fait, n'a pas été présenté clairement dans un cas de Unsolved Mysteries, mais l'émission a aidé à attirer l'attention sur son cas et des informations supplémentaires sur Ridgway ont été transmises à la police après qu'il a été mentionné simplement dans l'émission, ce qui a finalement contribué à son arrestation et à sa condamnation pour le meurtre de nombreuses femmes. Donc, encore une fois, attrapé grâce à Dossier Mystère, Unsolved Mysteries. Wow. Puis nous, Seb, à notre échelle, est-ce qu'on a contribué à résoudre des crimes ou des mystères? Oui, c'est une bonne question. Hein? Je pense que oui. Dans notre série télé, entre autres, on avait un cas de fraude amoureuse et on avait à l'époque, en 2019, on avait enquêté avec ce que notre victime nous avait donné comme information, puis on avait réussi à mettre la main sur le fameux Kouassi qui a été arrêté plusieurs années plus tard par la police. Exact. Donc, on avait c'est pas grâce à nous parce que les enquêteurs ont fait leur enquête de leur côté, mais on avait quand même mis en lumière ce cas-là. Puis nous-mêmes, en faisant l'enquête, on est arrivé, à la même conclusion. Là. Je simplifie. Là. Je sais que le dossier d'enquête doit être plus étoffé que qu'est-ce qu'on Sans a doute. fait. Mais quand même, on a réussi à aller par des techniques d'enquête à trouver où ce qu'il habitait, etc. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de choses. On a trouvé qui était derrière même la photo qu'il utilisait. Il y avait plusieurs acteurs, si on veut, qui étaient impliqués dans ce cas-là. Et on avait réussi à le faire. Là. Donc, il y avait aussi, puis il y avait un autre truc aussi qu'on avait fait sur le Dark Web dans notre série télé. Là, c'est moins des crimes et des mystères résolus, mais au moins, on a peut-être empêché des gens de se faire frauder ou autre. On s'était commandé justement des boîtes mystères sur le Dark Web. Là, il y avait une vague auprès de YouTubers. Oui, c'est puis, il y en a une qu'on n'a jamais reçue. Fait que, d'une certaine façon... on vous disait de ne pas commander là. Puis l'autre, on a reçu plein de cochonneries. Comme tu dis. Ça valait pas la peine. Donc, peut-être qu'on va empêcher les gens à faire d'autres erreurs en débunkant ces boîtes mystères du Dark Web. Et aussi, on fait, on avait aussi le Colin Debin, notre cher ami Twitter. En fait, c'est un mystérieux profil Twitter, en fait, qui semblait connaître des personnalités politiques au Québec, personnalités artistiques et tout ça, mais personne n'avait jamais vraiment vu. Puis il se faisait passer même pour un agent du FBI, un agent de la CIA. Puis ça, c'est un crime fédéral. Puis nous, on avait trouvé, en fait, encore une fois, dans le cadre de notre série télé diffusée sur Moi et compagnie à l'époque, que justement, cette personne-là n'était pas du tout un Québécois. Elle vivait en Nouvelle-Orléans. On avait trouvé son nom, son numéro de téléphone. Puis, mais bon, peut-être... je ne sais pas si on a résolu un crime à quelque part, mais on va peut-être l'empêcher d'en commettre d'autres ou d'empêcher les gens de se faire crosser par lui. Oui, exact.
Eh bien, c'était tout pour aujourd'hui, les Distordus. Un épisode quand même assez passionnant sur enlèvement d'enfants, sur lequel on n'a pas traité souvent. En after show, pour les abonnés Patreon, on va parler du cas de Alex Batty, un jeune adolescent anglais, en fait, qui a été enlevé et lui aussi retrouvé en France 6 ans après sa disparition, après avoir passé du temps, lui aussi, dans le monde un peu des citoyens souverains et autres. Une histoire vraiment similaire, en fait, qui a passionné l'Europe. Donc, si vous voulez en savoir plus, ça va être sur Patreon, en fait, pour les abonnés Oui, monsieur. Et avant de terminer, Seb, vous savez où nous trouver. On est partout. On est sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Écoutez, vous n'avez pas de raison de nous, de nous manquer. Et enfin, pour terminer, j'ai pas le choix de donner quelques shout-outs Patreon. Je te laisse commencer, mon cher Seb. Oh oui, un gros high five à Anaïs L, Richard A, Julie P, le ou la mystérieuse Boguette et Valérie R. Beaucoup d'amour à Karine B, à Charlotte, à Fouintastique, à Malida et à Pauline R. Je poursuis. Merci à vous. Merci de votre soutien à Michel G, Jacob du 27, The Mask Snail, Didi 80 et Catherine B.P. Un gros câlin à Louis B, à Mister V, à Evie, à Catherine G et à Josiane L. Et je conclus par une grosse colle à Julie C, Vanessa, à Marie S, Jonathan T et la mystérieuse Rosalie. Oh, on en a moins cette fois-ci, Seb. On commence à voir le bout du tunnel, je pense. Exactement. Donc, ceux qui ne l'ont toujours pas eu, découragez-vous pas, ça s'en vient très, très bientôt. Et pour terminer, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir? Lorsque vous voyez passer une photo d'enfant disparu, prenez quelques secondes pour la regarder. Ces quelques secondes pourraient contribuer à faire une grande différence. Oh oui, c'est jamais.